Les résultats marquants du mois de juillet, le retour triomphant de Serena Williams qui décroche enfin une victoire 430 jours après son dernier triomphe à Roland-Garros. Et enfin, Nick Kyrgios peut-il enchaîner après son titre à Washington, à Montréal contre Sebastian Baez? C'est ce que nous allons voir, c'est le programme de votre crème liftée du premier jour à Montréal. C'est parti, jingle! Salut les talkers, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de vos vacances. Moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme vous à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à smatcher le bouton pour vous abonner pour ne rien manquer de Montréal, Cincinnati ainsi que l'US Open. Les vacances, parlons-en. La couverture de Montréal va être un petit peu compliquée. Je reviens d'Italie. Jeudi, je pars en Belgique. Greg et JB travaillent. Alex est en Bretagne. Donc, ça va être un petit peu décousu. On va faire comme d'habitude au mieux. Mais pour te prévenir, ça risque de s'arranger à partir de Cincinnati où là, je pourrai couvrir la semaine. Et après, bien évidemment, l'US Open où tu auras des crèmes liftées quotidiennes. Mais voilà, Montréal, ça risque d'être un petit peu compliqué pour que tu le saches. Dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, nous allons revenir sur les faits marquants de ce qui s'est passé dans la planète tennis en juillet. Ensuite, pour le plat, nous allons revenir sur la victoire de Serena Williams. Et enfin, on se projettera sur le match entre Nick Kyrgios et Baez. Ce n'est pas une, mais plusieurs entrées que tu vas avoir aujourd'hui, étant donné qu'on s'est quitté sur le 21e titre en Grand Chelem de Novak Djokovic à Wimbledon contre Nick Kyrgios, et que le mois de juillet a quand même été animé. Il y a eu plusieurs tournois, plusieurs lauréats. Du côté des hommes, à Newport, Cressy s'est imposé, à Bastad, c'est Cerundolo, à Hambourg, Musetti, à Stade, Ruud, à Atlanta, Demi-Nord, à Kitzbühel, Bautista Agut, à Umag, Sinner, à Washington, Kyrgios et à Los Cabos, Medvedev. J'ai envie de m'attarder sur certains résultats qui m'ont marqué, à commencer par les deux défaites en finale de Carlos Alcaraz à Hambourg et Umag contre des jeunes joueurs italiens. Pour rappel, l'Espagnol était sur une série de 6 finales. 6 titres, donc là c'est vraiment ces deux premières finales qu'il a perdu coup sur coup. En plus, si on commence par la première contre Musetti, l'Italien a su neutraliser le service kické de son adversaire, ce que n'a jamais su faire par exemple Stefanos Tsitsipas, lui aussi avec son revers à une main. Tsitsipas par exemple à Barcelone, c'était seulement 22% de points remportés à la relance quand l'Espagnol jouait sur son revers. Musetti à Hambourg, c'était 39% de points remportés dans cette même configuration. Donc on a vraiment l'Italien qui a su dompter le service kické de son adversaire. On a Tsitsipas, si on compare un petit peu les deux joueurs qui ont tous les deux un revers à une main, Tsitsipas qui a tendance à abréger sa préparation côté revers quand il reçoit le service kické de Carlos Alcaraz. En plus, il se tient très loin de sa ligne, ce qui fait que derrière, ça donne une balle courte et facile à attaquer pour Carlos Alcaraz. Et Musetti, lui qui se tient également très loin de sa ligne, avec sa technique, sa prise également en revers, où il arrive vraiment à verrouiller son haut du corps et il arrive à faire l'intégralité de son geste, d'autant plus qu'il cède bien de la main gauche. Il a une balle qui tourne énormément, où il trouve de la hauteur, de la profondeur, ce qui va gêner Alcaraz, parce que derrière, ça va être compliqué pour lui d'attaquer. Et l'autre finale perdue, c'était à Umag contre Yannick Sinner, ce qui fait que le jeune Italien s'est imposé 2 fois contre Carlos Alcaraz en moins de 30 jours, à Wimbledon et à Umag, et qu'en plus, Yannick Sinner a su rebondir après la remontada de Novak Djokovic dans le Grand Chelem britannique, ce que n'avait pas su faire Musetti et Tsitsipas en 2021 après leur déconvenue à Roland-Garros. Donc Sinner, il s'est appuyé sur des schémas un petit peu identiques de ce qu'il a pu montrer sur gazon. Déjà, on a quand même un Alcaraz qui a commencé à lâcher mentalement ce match. Sur ces deux rencontres, il n'a pas su breaker son adversaire. Yannick Sinner a sauvé les 16 opportunités de break que son adversaire a eues. Donc mentalement, on l'a vu un petit peu en dedans. Carlos Alcaraz, c'est rare cette année de le voir lâcher comme ça. Ensuite, dans la diagonale revers, Sinner est beaucoup plus consistant, bien meilleur, là où Alcaraz va avoir beaucoup plus de déchets. Donc vraiment, on a Yannick Sinner qui commence à évoluer par rapport à son style de jeu qu'il montrait en 2020-2021. Il va trouver beaucoup plus de consistance du fond du court, que ce soit côté revers, côté coup droit. Également, un bon niveau d'agressivité. Et petit à petit, il monte en puissance et il gomme ses erreurs. En tout cas, que Carlitos soit rassuré en début de tournoi, il ne devrait pas rencontrer d'Italiens à Montréal. À Washington, Nick Kyrgios s'est imposé en simple et en double aux côtés de Jack Sock, ce qui fait qu'il a un très bon bilan quand même en 2022. En simple, c'est 30 victoires, 7 défaites et 18 victoires, 4 défaites en double. Il n'a perdu qu'un seul set contre Frances Tiafoe, il n'a pas été breaké de la semaine. Également, Daniil Medvedev qui s'impose à Los Cabos, qui brise un petit peu cette mauvaise série pour lui, sachant que depuis son titre à l'US Open 2021, il avait disputé 5 finales et à chaque fois c'était 5 défaites, que ce soit à Bercy, aux ATP Finals, à l'Open d'Australie, à Bois-le-Duc ou encore à Halle.
Et là, ça permet vraiment de le relancer, de retrouver de la confiance, sachant qu'il s'impose sans concéder le moindre set contre Cameron Norrie en finale. Francisco Cerundolo, qui s'est imposé à Bastad, a fait une série de 8 victoires entre du coup son titre là-bas en Suède et sa défaite en demi-finale à Hambourg contre Lorenzo Musetti, ce qui fait qu'il était en très grande forme depuis son premier tour à Wimbledon contre Rafael Nadal où il a donné des sueurs froides aux Mallorquins avec cette série de 2 victoires contre des membres du top 10, Casper Ruud ainsi que Andrei Rublev. Là, il s'est incliné au premier tour à Montréal contre Karen Khachanov, mais il a un jeu qui peut être assez polyvalent sur l'ensemble des surfaces. On l'a vu bien jouer sur gazon. Après, sa surface reste la terre battue, étant donné qu'il a une énorme puissance du fond du court, qu'il a ce coup droit décroisé côté avantage qui fait très mal. À la relance, il peut être menaçant, notamment sur les premières balles de ses adversaires. Par contre, par rapport à sa taille, il doit encore progresser au service. Mais on voit vraiment la différence de jeu entre Francisco et Juan Manuel, les deux frères Cerundolo, où on a un joueur, Francisco, qui prend la balle beaucoup plus tôt, qui joue à plat, qui a une frappe très tendue. Et là où Juan Manuel est un pur joueur de terre battue, où il a une bonne marge de sécurité par rapport au filet, il gratte un petit peu plus avec une bonne hauteur et beaucoup plus de lift dans ses frappes. Et enfin, le titre de Caroline Garcia en Pologne où elle s'impose contre Iga Swiatek, sachant que la Polonaise commence à avoir du mal contre les Françaises après sa déconvenue à Wimbledon contre Alizé Cornet. C'est Garcia qui a retrouvé des couleurs, qui a fait une superbe semaine, qui là s'est fait sortir à Toronto au premier tour contre sa compatriote Alizé Cornet justement. Cela étant dit, nous allons pouvoir décoller pour le Canada et parler un petit peu de Montréal et Toronto. Toronto ici en l'occurrence, sachant que nous allons revenir sur la victoire de Serena Williams, 430 jours après sa dernière victoire en simple sur le circuit. C'était au 3e tour à Roland-Garros 2025 contre Danielle Collins. L'américaine décroche enfin une victoire et retrouve le succès contre la 57e mondiale Parrizas Diaz 6-3, 6-4 et ce à 40 ans en 2 heures et 1 minute. C'est vrai que ça a été un match quand même compliqué, sachant que ça fait 2 sets, 2 heures de jeu, notamment ce jeu dans le second set à 4-3 où Serena Williams va devoir sauver 4 balles de break et ce long jeu qui va durer 18 minutes. Après, soyons honnêtes, ce n'est plus la grande Serena Williams d'antan. C'est vrai que son jeu est un petit peu laborieux, on la sent pas effrayée, mais qu'elle a un peu peur, qu'elle est un petit peu timide dans ses déplacements, dans son jeu de jambes, dans ses intentions également de jeu. Quelques complications à la relance, où elle a du mal à trouver ses repères, ses sensations, également côté revers, dans le fond du court, où elle va pas trouver de profondeur dans ses frappes. Elle va jouer des balles beaucoup trop neutres, qui sont souvent très courtes, mais derrière, elle peut s'appuyer sur son excellent service, 7 aces, 67% de première balle, et surtout des aces qu'elle a su trouver à des moments opportuns pour défendre des balles de break. Donc maintenant, à chaque fois qu'on voit un match de Serena Williams, il y a ce côté un petit peu fun et dramatique parce qu'on a le public qui est à fond derrière elle. Également, ces réactions de l'américaine, toujours très démonstratives, mais également le fait que des fois c'est compliqué, qu'elle se met dans des situations complexes un petit peu toute seule et qu'elle n'a pas toutes les armes justement pour jouer le tennis qu'elle souhaiterait de par son âge, de par le fait également qu'elle manque de rythme et que elle n'a plus la splendeur de ce qu'elle pouvait avoir dans ses belles années. Par rapport à ce qu'elle a dit en conférence de presse, je me rapproche de la lumière, j'ai hâte d'arriver à cette lumière, j'adore jouer, c'est génial, mais je ne peux pas faire ça pour toujours. Parfois, vous voulez seulement essayer de profiter du moment et faire du mieux que vous pouvez. Donc voilà, on sent que la fin se rapproche pour la championne américaine, mais qu'elle va essayer, qu'elle va continuer à grappiller ces petites victoires qui vont lui faire du bien et petit à petit essayer de se relâcher un petit peu et de lâcher ses coups pour aller le plus loin qu'elle peut, même si ça risque d'être compliqué au prochain tour. Du coup, ça sera Bencic ou Martincova. Enfin, en dessert, nous allons voir si Nick Kyrgios peut continuer sa série où il jouera au premier tour contre Sébastien Baez avant de défier peut-être Daniil Medvedev. C'est l'occasion justement pour te parler de notre partenariat avec BetClick. Si tu utilises le code promo GST en majuscule et que tu n'as pas de compte chez eux, ça te donne accès à une offre de bienvenue où ton premier pari, s'il est perdant, est remboursé à hauteur de 100 € en free bet. Et en plus, tu peux avoir accès à l'ensemble des matchs de Montréal, donc ça vaut le coup. Et nous, en contrepartie, on touche une petite rémunération qui nous permet de progresser de façon qualitative. Donc comme je te le disais, Nick Kyrgios a fait une superbe semaine à Washington où il n'a pas été breaké. Il a perdu un seul set contre Frances Tiafoe. Il a sorti notamment Giron, Paul, Opelka, Ymer et Nishioka. Et on le sent, l'Australien, qu'il est investi enfin dans cette saison 2022. Il y a eu cette finale à Wimbledon contre Novak Djokovic où, même s'il s'incline en 4-7, il aura fait quand même un très bon match. Il a eu ces petits sauts d'énervement
comme à son habitude, mais globalement c'est beaucoup plus stable, que ça soit en simple et en double. Et quand il joue à un très bon niveau, quand il est concentré, ça fait très mal, que ce soit avec son service qui est très peu lisible, également côté revers où il arrive à garder ses balles très basses, et certes il a cette lacune un petit peu à la relance et côté coup droit. De l'autre côté du filet, on retrouve Baez qui n'a plus gagné un match depuis sa finale à Bastad contre Cerundolo. Des défaites contre Krajinovic, Agamemnon ainsi que Korda. Il a très peu de repères sur dur. Donc Baez, comme j'aime te le répéter, c'est un petit peu le Schwartzman 2.0 avec beaucoup plus de puissance du fond du court que son aîné. Là où son aîné joue beaucoup plus par anticipation, par rapport à son timing. Là, Baez, côté coup droit, il est très puissant, il peut faire mal, mais il a des lacunes au service. Donc là, contre Nick Kyrgios, ça va être très compliqué. Là où l'Australien va verrouiller ses jeux de service et va pouvoir profiter des lacunes de son adversaire sur ses engagements. Donc je vois vraiment une victoire de l'Australien en 2-7 pour derrière aller défier Daniil Medvedev et sur un match qui promet un match popcorn comme on les aime. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour cette première journée à Montréal et Toronto. Nous on se retrouve ce mercredi pour sûr. Ça sera moi aux commandes en espérant un petit peu moins de flotte, sachant qu'il a pas mal plu au Canada et qu'on ait des beaux matchs à se mettre sous la dent. Donc voilà, d'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.